Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Bienvenue dans ce grand dialogue. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, accompagné d'une forte délégation ministérielle, a entamé jeudi dernier une visite dans les régions du nord et du centre du pays. Cette visite qui a pris fin le lundi dernier les a conduits à Tessalit, Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti, Koro, Bankas, Bandiangara et Djéné. Quel bilan peut-on tirer de cette visite de 5 jours? Quel sera désormais son impact sur le processus de paix en cours? Que peut-on retenir des déclarations qui ont été faites au cours de cette visite? Pour en parler, nos invités sont Seydou Cissé, il est le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du parrainage de l'opposition. Bonsoir. Sidi Mohamed est député élu à Tombouctou, il est de la majorité présidentielle. Malheureusement, il est en retard. Il prendra sûrement le terrain en marche. Et Yacouba Dogoni est sociologue. Il est là en tant qu'analyste et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Fin de la tournée du Premier ministre dans le centre et le nord du pays. C'est à Djéné que le périple du chef du gouvernement et sa délégation a pris fin. De grandes promesses ont été faites par Soumeylou Boubèye Maïga. Mariam Maïga, notre envoyé spécial. L'étape la plus attendue de cette tournée était celle de Kidal. La dernière visite d'un Premier ministre dans la région remonte en mai 2014. Cette visite de Moussa Mara, à l'époque Premier ministre, s'était soldée par la mort de plusieurs fonctionnaires maliens. À son arrivée à Kidal, Soumeylou Boubèye Maïga et sa délégation ont été escortés de l'aéroport jusqu'à la maison de l'âme locale Mohamed Ag Intalla. Tout au long du trajet, un impressionnant dispositif de sécurité était visible. Durant cette tournée dans les régions du nord et du centre du pays, le chef du gouvernement, accompagné d'une dizaine de ministres, a parlé de paix, de réconciliation, de sécurité et du développement. Des mesures fortes ont été annoncées dans les domaines de la santé et de l'éducation. Durant cette tournée de 5 jours, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a visité successivement les localités de Tessalit, Kidal, Gao, Tombouctou et Koro, Bankas, Bandiangara, Djéné dans la région de Mopti. Alors, un enjeu de taille, c'est le retour de l'administration à Kidal. Monsieur Seydou Cissé, à votre avis, ce retour de l'administration et des services sociaux de base est-il possible dans les prochains jours? Et ce serait dans quelles conditions? Merci beaucoup, M. Sidibé. Mais avant de parler, moi, je voudrais tout simplement qu'on ait une pensée pieuse pour les 2000 personnes qui sont mortes sous le régime d'Ibeka de 2013 à maintenant. Et pour ce faire, après cette pensée pieuse, je voudrais tout simplement dire que, en fait, il faut qu'on essaie de mettre politiquement dans son cadre, dans son contexte, cette visite du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. À mon avis, Soumeylou Boubèye Maïga, ministre de la Défense à l'époque, en 2014, avait été traité de tous les noms d'oiseaux lorsqu'il a eu sa tension, une maladie brutale qui l'a empêché, qui l'a amené à se débiner, à faire de la dérobade pour ne pas aller avec la délégation conduite par le Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, à Kidal, et dont la suite est connue de tout le monde. Et traité de tous les noms d'oiseaux, par certains, on l'a même traité de lâche, d'autres ont dit qu'il est incompétent. Ce n'est pas de moi, il y a des plus hautes autorités qui l'ont traité d'incompétent à l'époque. Maintenant, ce lâche d'hier, cet incompétent d'hier, en tant que ministre de la Défense, devenu Premier ministre, a souhaité, a voulu, par tous les moyens, et même si vous voulez fouler au sol, les peu qui restent de la dignité de la République du Mali, de l'État du Mali, pour pouvoir se faire, c'est pas une nouvelle santé dans l'opinion nationale et internationale, en se rendant à Kidal. Je crois que tous ces montages-là, c'est tout simplement pour aller à Kidal pour quelques heures, afin de dire qu'il est devenu un héros. Et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été orchestré, que ce que nous savons et ce que nous ne savons pas, tout cela a été fait tout simplement pour payer le prix du désormais héros
qui est allé faire quelques heures à Kidal. Voilà, à mon avis, le dessous, le contexte qui n'est pas politique, qui a amené le Premier ministre Soumeylou Boubaye Maïga à se rendre à Kidal. Yacouba Dogoni, comment vous voyez ce retour de l'administration? Très bien, je pense qu'il est trop prématuré de parler du retour de l'administration dans ces zones, dans ces localités, compte tenu maintenant du contexte sécuritaire qui est défavorable à ces retours. Mais quand même, nous avons vu quand même un voyage très animé, très orchestré, parce que là, quand même, on a vu des promesses faites par le Premier ministre. On a vu également l'ensemble des ministres qui l'accompagnaient, effectivement, qui ont aussi tenu des promesses à la population locale. Et je crois aussi que si l'administration doit retourner, ce n'est pas quand même dans l'immédiat, parce qu'on n'a pas vu quand même la présence, parce qu'eux-mêmes, ils en parlaient dans les discours que l'administration doit retourner, mais en réalité, ce n'est pas encore effectif. Donc je pense qu'il n'est pas aussi temps d'en parler du retour de l'administration tant que les choses ne sont pas effectives. Mais on a remarqué que quand le Premier ministre est arrivé à Kidal, le président de la SEMA, à savoir Bilal Achérif, était en tournée plutôt à Tombouctou. Est-ce une simple coïncidence ou peut-être un déguisement de boycott de cette visite du Premier ministre? Alors moi, je m'attarderai plutôt sur le contexte du boycott, parce que là, nous avons lu quand même dans les journaux que effectivement, lorsque ce voyage avait été organisé, il y avait des contextes, il y avait aussi des cadres du SEMA qui avaient aussi organisé un voyage plutôt lié à un contexte beaucoup plus lié à la négociation. Donc ils avaient quand même imposé des doléances afin que le gouvernement puisse les remplir, qui seraient déterminants pour le voyage du Premier ministre. Je pense effectivement que si le gouvernement n'a pas cédé à ces doléances, à ces négociations, je pense que c'est ce qui fait que le président de la CEMA a désisté à ne pas recevoir le Premier ministre dans sa zone qui est Kidal. Seydou Cissé, quel sens vous pouvez donner à cette absence quand même de taille? C'est le président de la CEMA qui, plutôt, au lieu d'être à Kidal, il était plutôt à Tombouctou pour une tournée. Monsieur Sidibé, c'est évident que je le répète, c'est un voyage qui a été entrepris tout simplement par le Premier pour vraiment se faire une santé dans l'opinion nationale et internationale. Sinon, les questions de fond demeurent. Pourquoi aller à Kidal sans qu'on ne fasse l'état des lieux, qu'on nous explique l'état de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, sans qu'on nous explique, si vous voulez, tous les papiers qui ont été signés entre l'État du Mali et les groupes armés. Bref, je veux tout simplement dire qu'en réalité, c'est tout simplement une poudre aux yeux des Maliens. Et en faisant croire que tout va bien, lui, il peut aller à Kidal et puis il va parler aux gens de Kidal. Quel qu'en soit ce qui va se passer en dessous, malgré tout ce qui a été fait au préalable et pendant son voyage, c'était tout ça, il était prêt à payer tout ça au nom du Mali afin que lui puisse vraiment tout simplement tirer son épingle du jeu. Boubaye, il est héros. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de coïncidence en politique. Il n'y a pas de hasard en politique. La politique, c'est la guerre des intelligences. Boubaye, qui avait voulu se faire refaire une santé dans l'opinion nationale, Al-Kabash n'est pas prêt à prêter le flanc pour lui donner une carte, c'est pas un chèque en blanc, faire croire à l'opinion que tout va bien entre la SEMA et l'État du Mali. Pourtant, la SEMA avait donné son accord. Oui, la SEMA a donné son accord. La SEMA a toujours plusieurs fers au feu. Il faut qu'on arrive à comprendre ça. C'est des fins tacticiens. Et la SEMA a conscience qu'il y a un accord qui piétine. Et les raisons sont diverses. Ça veut dire que même la SEMA peut être probablement aussi responsable en partie de ce piétinement, de cette impasse dans la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, dans ce contexte-là, où les choses ne bougent pas, où la mise en œuvre de l'accord connaît des sérieuses difficultés, le Premier ministre, qui vient aux affaires en début du mois de cette année, janvier, et va sauter dans un avion pour dire que lui, il va aller à Kidal. Alors qu'on n'a pas traité les questions de fond. Moi, je crois que le départ du Premier ministre à Kidal devrait, si vous voulez, être un moment de célébration, un moment de retour effectif de l'État à Kidal. On devrait tout simplement se dire que l'accord que nous avons signé, il faut que cet accord-là, qu'on le mette en application. Maintenant, il y a des étapes où, dans ces mêmes accords-là, il était prévu
que l'État retourne progressivement à travers les forces de défense et de sécurité, à travers, si vous voulez, l'administration. Et là, maintenant, si ces retours progressifs avaient été entamés et qu'on arrive à l'épilogue de ces retours-là, le Premier ministre pouvait vraiment entreprendre un voyage pour pouvoir célébrer le retour définitif du Mali, de l'État du Mali, à Kidal. Sinon, il est allé tout simplement sur un territoire non contrôlé par l'État. Et les conditions de ce départ, de ce voyage-là, beaucoup de choses ont été dites, mais moi je suis convaincu que, attendons voir, il y a des choses qui vont être révélées plus tard, qui seront plus graves que tout ce qu'on a connu. Au cours de sa visite à Tessalit et à Kidal, beaucoup de promesses quand même ont été faites. À son départ, il était parti, d'après lui-même, s'imprégner des problèmes qui étaient là. Et je crois que la population n'a pas caché les problèmes qui étaient là. Pratiquement tout est absent à Kidal, à Tessalit. Alors, ces promesses-là, qu'est-ce que vous pensez de la réalisation de ces promesses-là? Non, je pense sincèrement que nous ne sommes pas en train de faire de la politique. Le gouvernement du Mali n'est pas en train de faire de la politique, n'est pas en train de résoudre les problèmes à la racine. Nous sommes tout simplement dans des stratégies de communication pour des raisons électoralistes. Sinon, moi je ne pense pas qu'un Premier ministre a besoin d'aller écouter les populations à Kidal pour savoir qu'il y a des problèmes à Kidal. Je reprends ce qu'il lui-même a dit en le paraphrasant. À Tessalit, il dit, tout ce que vous avez dit, ce sont les mêmes problèmes que nous avons appris lorsque nous sommes allés dans d'autres localités du Mali. Que ce soit à Koro, à Bangas, partout au Mali, ce sont les mêmes problèmes. Cela voudrait dire que... L'étape de Tessalit et de Kidal, c'était avant d'arriver à Koro et Bangas. C'est ce que j'ai dit. À Tessalit, c'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit que tout ce que vous avez dit, ce sont les mêmes problèmes que nous apprenons en allant rendre visite aux populations de base. Que ce soit dans la première, dans la deuxième, troisième, dans toutes les régions du Mali, ce sont les mêmes problèmes. Maintenant, pour dire que lui, il est allé écouter les gens de Kidal, il savait leurs problèmes. Et je vous dis aussi, même les réponses qui ont été données, est-ce qu'elles ont été données ipso facto? Je dirais non. C'est des réponses qui ont été préparées à des problèmes qu'on savait à l'avance. Et maintenant, il a préparé des choses taillées sur mesure. Peut-être à l'étape de Gao, on en arrivera bientôt. Très bien. Il est allé annoncer des choses, il est allé faire des promesses qu'il a déjà préparées en fonction des problèmes qu'il savait à l'avance concernant les populations de Kidal. Mais même ces promesses-là, attendons voir. Moi, je suis sceptique, je suis pessimiste avec ce régime que les promesses seront tenues. Parce qu'il y en a eu par le passé. Il y a eu beaucoup de promesses et nous allons parler de tout ça parce qu'il y a eu le programme de sécurisation intégrée des régions du centre qui avait été élaboré en son temps par le ministre de la Sécurité intérieure, Salif Traoré, et depuis février 2017. Mais quelle évaluation pouvons-nous faire de ce programme de sécurisation intégrée des régions du centre? Et il y a tout, tout était planifié, tout était programmé dans ces programme-là. Yacouba Dogoni, comment vous voyez la réalisation de toutes ces promesses quand même faites à Tessalit et à Kidal principalement? Bon, quand on regarde un peu le contexte de ces voyages, nous savons très bien, comme monsieur vient de le dire, il s'avère que ces promesses ont été déjà préparées. Je crois que le gouvernement aussi a des réponses à ces promesses-là. Et je sais très bien que, puisque nous sommes dans une année électorale, le régime Ibeka aussi n'a pas vraiment ce courage de ne pas quand même tenir ces promesses-là. Parce que les promesses quand même sont faites pour être réalisées. Et je sais pertinemment qu'ils ont quand même des moyens quand même pour les réaliser. Sinon, en réalité, ils ne risqueront pas de prendre ces genres de promesses dans une zone d'insécurité comme Kidal où tout est à revoir sur le plan sécuritaire et sur le plan social. Moi, je crois aussi que si on regarde un peu ce qu'ils ont promis, par exemple, quand on prend les 4000 emplois qui ont été demandés par les jeunes, et je crois aussi que avec le contexte du bénévolat, de l'enseignement qu'ils sont en train de mettre en place. On en arrivera bientôt. Très bien. Oui, je pense que c'est une réponse, souvent une réponse en quelque sorte à ces promesses de 4000 emplois qui compteraient créer à Kidal. Je crois aussi que sur le plan
des infrastructures minières. Je crois que l'État aussi a ses moyens parce qu'il y a des exemples que nous avons vécus à travers les pays, que beaucoup de choses ont été faites, mais en réalité, il reste beaucoup de choses aussi à réaliser au niveau de la population de Kidal. Partir à Kidal, s'approprier de ces problèmes, les entendre à la bouche de ces populations, je pense que c'est un grand pas vers la réconciliation et c'est ce que moi je vois comme les promesses et je crois aussi quand ils arrivent à réaliser ces promesses-là, je crois que ça serait un grand pas vers la réconciliation. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau dans le cadre de ce grand dialogue qui rentre dans le compte de la visite du Premier ministre au centre et au nord du pays que gagne le Mali avec nos invités. Seydou Cissé, il est secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du parrainat, donc de l'opposition. Sidi Mohamed, député élu à Tombouctou, est de la majorité, donc il n'est pas encore arrivé sur ce plateau. À signaler que ce débat même a été reporté une fois à cause de même cette absence de l'opposition. Donc on pense qu'ils prendront le train à cause de l'absence de la majorité plutôt. Donc j'espère qu'ils prendront le train en marche. Yagouba Dogoni est bien sûr sociologue. Le Premier ministre Soumeylou Boubeï Maïga a promis aussi de répondre rapidement aux besoins urgents exprimé par les populations du centre. Il a annoncé le désarmement des milices dans la région de Mopti. Mariam Maïga. Après Tessalit, Kidal, Gao, Tombouctou, la délégation gouvernementale est arrivée dans la région de Mopti. Le chef du gouvernement a donc rencontré les représentants des deux communautés à Koro. Après près de 2 heures de discussion, le chef du gouvernement a pris l'engagement de désarmer de gré ou de force les milices qui détiennent des armes de guerre. Pour Soumeylou Boubeï Maïga, le gouvernement ne va pas sous-traiter sa sécurité. Les responsables des deux grandes associations Peuls de Dogon, à savoir Tabital Poulakou et Djina Dogon, ont pris l'engagement de travailler pour que les affrontements communautaires dans la région cessent. Pour arriver à ce compromis, la mission d'appui à la réconciliation nationale a sillonné pendant 5 jours les communes du cercle de Koro, Bondo, Djungani, Dinanguru, Djankabou pour prêcher la paix et la réconciliation entre les deux communautés. Alors, Yacouba Dogoni, donc le Premier ministre quand même annonce le désarmement des milices. Est-ce que cela est possible au centre du pays, à l'état actuel? Très bien, moi je pense qu'avant d'arriver au désarmement, nous devons nous poser la question comment on était arrivé à ce stade-là, au stade d'armement de la milice, à la création de la milice. Et moi je pense que, pas en tant qu'analyste juste sociologue, mais je vois, quand on regarde un peu le contexte de la sécurité dans les centres, on se rend compte effectivement depuis 2012, rien n'a été fait maintenant pour protéger cette population-là. La population a été abandonnée à elle-même. Quand on regarde ce qui s'est arrivé dans les sacs de Koro, nous étions là-bas pour une étude, on s'est rendu compte qu'effectivement dans la zone, dans les sacs de Koro, l'État était absent. L'État était absent et la population même avait formulé des doléances en son temps. Et dans le cadre de la protection, donc le Premier ministre, à l'occasion, il propose même 10 000 soldats pour sécuriser les centres. Mais moi, je suis en train de relater un peu le contexte. Parce que quand on regarde, je dis, ce n'est pas le désarmement qui est important. Il faut se poser la question, comment cette population est arrivée à s'armer? Qui contre qui? On a parlé des Dogons, mais l'histoire est venue quoi? L'histoire est venue juste à la suite maintenant d'un Dogon qui a tué une vache. Toute l'histoire est partie de là. Quand le Dogon a tué la vache du Peul, le Peul s'est vengé en tuant maintenant toute la famille du Dogon. Et c'est comme ça que la crise s'est éclatée. Et que le problème s'est déplacé maintenant entre famille et famille pour maintenant arriver à ce stade ethnie. Et quand on passait, les gens nous avaient raconté qu'effectivement, quand ce problème s'est éclaté, c'était les Peuls du plateau qui sont venus descendre maintenant pour signer des accords avec les Peuls qui sont considérés comme des djihadistes et qui sont dans la zone de Mopti inondée. Donc ils ont signé ces accords et finalement ces Peuls de la région de Mopti inondée sont partis défendre maintenant
leurs camarades de Mokti exilés. Ouais, donc c'est à partir de là que... C'est à partir de là que les gens sont partis, c'est le moment que les gens ont commencé à... Mais au-delà de tout ça, maintenant, au-delà de tout cela, je pense que le désarmement est très important parce que là, nous approchons maintenant vers l'hivernage. Tant que les gens sont armés, ça compromet un peu l'agriculture, ça compromet un peu la sécurité alimentaire dans la zone. Surtout que l'hivernage n'a pas été assez bon l'année précédente. Je crois aussi que l'État peut mettre les moyens en œuvre pour essayer de désarmer ces gens afin que la paix puisse régner entre les populations de cette zone. Et je crois que c'est important parce que si on ne le fait pas, ça serait maintenant une crise qui va durer assez longtemps, comme on souhaite maintenant la résoudre dans les médias, ce qui n'est pas possible actuellement. Très bien. Seydou Cissé, est-ce que vous voyez le Mali désarmer ces milices-là et ça va prendre du temps? Bon, je commencerai par dire qu'en réalité, nous, au niveau de l'opposition, nous avons fait une déclaration sur la situation au centre. Le 16 mars, le 16 de ce mois, le 16 mars précisément. Dans cette déclaration, nous avons demandé expressément que l'État du Mali, le gouvernement du Mali, prenne ses responsabilités, puisque tout ce qui arrive aux Maliens, toute cette guerre civile qui s'installe dans les centres du Mali, c'est par l'amateurisme, par le fait de mauvaise gouvernance, c'est par de IBK et de son gouvernement. Ce faisant, nous leur avons demandé de s'élever et de faire tout pour pouvoir désarmer tous ceux qui sont illégalement armés, qui détiennent des armes de façon illégale. Parce que les armes de guerre ne sont pas destinées aux populations civiles. Les armes de guerre doivent être détenues par des militaires. Mais après cette déclaration, nous avons effectivement appris en même temps que vous, de la part du Premier ministre qui dit qu'il va désarmer de gré ou de force tous ceux qui détiennent des armes. Il a fait cette déclaration au centre du Mali. Maintenant, pour pouvoir aborder cette question, moi je voudrais tout simplement rappeler ce programme de sécurisation intégrée qui a été élaboré expressément par le ministre de la Sécurité intérieure depuis février 2017. Si vous prenez, si vous voulez, ce document-là, l'objectif principal était tout simplement de pacifier les régions du centre, d'y réduire toutes les causes, voire éradiquer toutes les causes qui peuvent vraiment être à la base de l'insécurité et du terrorisme dans les régions du centre. Et c'est là, pour faire ça, ils ont fait un document bien planifié, bien élaboré, avec deux options principales. Quand nous prenons la première option, on avait annoncé qu'ils devraient envoyer 1136 éléments dans les régions de Ségou et de Mopti pour sécuriser ces deux régions-là. Et dans la deuxième option, on avait dit qu'il devrait envoyer 3036 éléments pour sécuriser ces deux régions-là. Pour la première option, il devrait aussi avoir 107 véhicules, matériel roulant. Et pour la seconde option, il devrait avoir 296 véhicules, matériel roulant. Maintenant, à l'instant T, après une année et quelques mois, si nous faisons le bilan, nous faisons l'état des lieux, qu'est-ce qui en est de ce document-là? Quel est le sort qui a été réservé à ce document? Est-ce qu'il a été mis en application? Si oui, qu'on nous le dise. Sinon, qu'on nous le dise. Parce que si on avait pris en compte c'est pas ces documents qu'eux-mêmes ont élaborés en fonction des circonstances qui étaient vraiment déjà graves, à mon avis, ils devraient l'appliquer. S'ils l'avaient appliqué, ils s'étaient fixés des objectifs. Et maintenant, qu'en est-on de l'atteinte de ces objectifs qui se sont fixés eux-mêmes pour sécuriser les raisons du centre? Voilà, c'est pourquoi moi je me dis, ça c'est encore une déclaration de plus du Premier ministre. Sinon, ils ont eu 4 ans, ils ont eu sinon 2 ans au moins, depuis 2015 jusqu'à nos jours. On aurait dit quand même, si vous voulez pacifier, maîtriser, si vous voulez, ces régions du centre, afin que ces replis identitaires, ces conflits communautaires ne prennent pas l'ascenseur, comme ils viennent de le prendre. Très bien. Merci beaucoup, Seydou Cissé. Donc, je signale que Sidi Mohamed, député élu à Tombouctou de la majorité présidentielle, est en ligne. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, nous avons entamé la deuxième partie de ce grand dialogue. Donc, le Premier ministre a annoncé quand même le désarmement des milices alors dans le centre. Comment vous voyez ce désarmement-là au centre du pays?
Bon, moi, d'abord, bonsoir. Je m'excuse du retard pris parce que j'étais dans une autre réunion qui va finir vers 15 heures, mais qui n'a même pas encore fini. Maintenant, je suis sorti seulement pour répondre à votre... J'avais demandé qu'on mette initialement à 6 heures parce que c'est la fin de la journée et peut-être tout le monde serait disponible, mais madame a dit non, que le maximum c'est... Oui, mais monsieur Sidi Mohamed, vous avez pris le train en marche, donc on est sur le point du désarmement. Donc le Premier ministre a annoncé que les milices seront désarmées de gré ou de force. Comment vous voyez l'application de cette décision? Bon, moi je pense que le Premier ministre est le chef du gouvernement, il a la situation militaire à travers le ministère de la Défense et celui de la Sécurité. Et s'il fait une affirmation comme ça, c'est qu'il a les moyens de sa politique. Mais vous, au niveau de la majorité, quand il annonce par exemple l'envoi de 10 000 soldats pour sécuriser le centre, est-ce que cette proposition est réaliste dans le Mali actuel? Bon, à 10 000, peut-être je trouve un peu trop quand même, mais je pense qu'il y a suffisamment quand même. On a fait ces derniers temps, là, on a recruté beaucoup de militaires, de gendarmes, de policiers, et qu'il y a un effectif important quand même qu'on peut envoyer sur le terrain pour sécuriser la zone. Alors, pour le premier point qui concernait quand même l'arrivée du Premier ministre à Tessalit et à Kidal, est-ce que selon vous, cette visite a renforcé la confiance entre les différents protagonistes sur le terrain? Moi, je pense que le Premier ministre a félicité. C'est un homme d'action qu'il faut reconnaître. Il faut lui présenter vraiment tous les compliments parce que ce n'était pas gagné que fasse la visite de Tessalit et de Kidal depuis tout ce temps-là où ils ne sont pas dans la logique de la paix. Donc, nous estimons que c'est un acte de bravoure, de compétences politiques et techniques qu'il vient de faire. Et là, je pense aussi que le Premier ministre est du Nord et moi, je ne l'ai pas accompagné. Je l'ai accompagné dans la région de Tombouctou où je suis élu. À Kidal et à Tessalit, je ne l'ai pas accompagné. Mais les images que j'ai vues comme vous étaient des images vraiment très fraternelles et rassurantes. D'accord. Ok, donc nous allons suivre ce reportage de notre envoyé spécial quant à l'étape de Gao, Mariam Maïga. Au quartier Gadey, Soumeylou Boubé Maïga a procédé à l'inauguration de 13 châteaux d'eau d'un coût total de plus de 600 millions de francs CFA. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Elles permettront de faire face et de répondre à la forte demande d'eau des habitants en cette période de canicule. Au niveau de l'éducation, le chef du gouvernement donne l'autorisation aux maires d'engager des bénévoles là où il n'y a pas d'enseignants. Ils seront payés par l'État à hauteur de 50 000 francs CFA par mois. Il a par ailleurs affirmé que les municipalités auront les moyens nécessaires pour le fonctionnement des cantines scolaires. Selon lui, c'est la seule condition pour que les enfants aillent à l'école. Alors, Seydou Cissé, donc il y a moins d'un mois quand même, bon, l'étape de Gao, c'est du concret, les gens à Gao ont eu droit quand même à des bonnes fontaines. Mais il y a moins d'un mois, le président Ibeka a décidé de transformer les écoles communautaires en écoles publiques. Et ça, c'est en cours. Et au cours de sa visite, le Premier ministre lui promet des recrutements d'enseignants bénévoles. À quoi on va s'en tenir alors? Très bien, merci beaucoup, M. Sidibé. Moi, je crois que à cette période préélectorale, comme l'a dit, c'est pas député de la majorité qui a quitté la majorité il n'y a pas longtemps, Niamé Keita, honorable Niamé Keita, il dit qu'il y aura beaucoup de promesses qui vont pleuvoir. Mais attention, même des premières pierres qui seront posées, mais elles ne seront pas suivies de faits. Ça sera tout simplement dans le cadre de la communication électoraliste. Parce que le président de la République, il prétend à un second mandat, il va avoir un second mandat, alors que sa cote est la plus basse aujourd'hui dans l'opinion nationale et internationale. Ce faisant, tous ces actes de communication à outrance, c'est tout simplement dire aux gens que, comme le vieux lui-même, c'est pas le président même a dit, le vieux s'est réveillé, et il s'est réveillé il n'y a pas assez longtemps, il est en train de travailler
contre la date du 29 juillet. Mais moi, je me dis ce que je dois aussi rappeler ici. Et faisons attention, parce qu'avec ce régime-là, on nous a habitués à nous présenter, à nous faire une belle représentation des projets dans le social, le développement social, l'école, les routes, les infrastructures, ainsi de suite. Mais je vous rappelle tout simplement que dans le cadre de ces mêmes projets routiers présidentiels prioritaires, le président de la République a promis, a même posé des premières pierres d'un certain nombre de routes, dont le deuxième pont de Caille. Et en présentant toutes ces routes-là, dans le budget de 2017, on les a budgétisées en partie. Il y a 29,5 milliards qui n'ont pas été budgétisés. Mais je ne sais pas comment cela peut arriver. C'est-à-dire, si nous prenons tous les projets routiers présidentiels qui avaient été déterminés à l'époque, on les a budgétisés en partie. Et le dépassement, à la conclusion de ces marchés-là, il y a eu un dépassement de 29,5 milliards. Très bien. Et je prendrai le cas express de Caille, du deuxième pont de Caille. Le deuxième pont de Caille, il mesure, si vous voulez, il doit mesurer 532 mètres, soit le tiers du pont de Sotiba, qui mesure 1616 mètres. Et le deuxième pont de Caille doit être fait suivant la bagatelle de 36 milliards, contre le pont de Sotiba qui a été construit sur la base de 30 milliards. 6 milliards de différence, alors que le pont de Caille ne fait que le tiers du pont de Sotiba. Maintenant, il y a 16 km aussi qui doivent, si vous voulez, de connexion de ce pont-là aux autres voies de Caille, qui vont, ces 16 km-là seront faits à 19 milliards. Plus d'1 milliard le kilomètre. Je voudrais tout simplement terminer pour dire que toutes ces annonces qui sont en train d'être faites, attention, il ne faut pas que ces annonces-là connaissent le même sort que ces projets prioritaires routiers du président de la République, dont les marchés ont été donnés gré à gré, et il y a eu vraiment de la surfacturation extraordinaire parce qu'on présente des bons projets, des beaux projets, mais au final, c'est tout simplement pour détourner les maigres sous, les deniers publics pour des fins électoralistes. Voilà, c'est le sentiment que moi j'ai lorsque j'entends des prononces, et ce n'est pas des promesses qui sont faites par ces gouvernants, et par rapport à l'endroit des populations qui souffrent énormément. La surfacturation a coûté trop cher au Mali. Ok. Yacouba Dogoni, alors avec ces promesses de recrutement d'enseignants, est-ce vraiment la solution pour motiver les enseignants à rejoindre leur poste dans ces zones-là? Moi, je pense que l'école tend vers une deuxième victimisation après la création des écoles, et que le président Ibeka tente maintenant de résoudre ce problème en transformant ces écoles-là en écoles publiques. La deuxième victimisation, c'est le recrutement des bénévoles. Pour qui connaît les régions du Nord, demander à des directeurs d'école de recruter des enseignants, nous savons très bien que ça ne serait pas quand même un recrutement fiable. Les gens qui seront recrutés, quels seront maintenant leurs profils? Est-ce que le gouvernement a pensé à des stratégies de recrutement? Moi, je sais quand même que... Ils ont parlé que l'État doit mettre à la disposition 50 000 francs CFA, oui, et il doit avoir une contribution de l'aménagement. Oui, ça, ce sont les motivations que les gens... Et sur nos antennes également, le ministre en charge de l'éducation a précisé que les recrutements seront faits au niveau de la base. Oui, tout ça, ce sont des déterminants de ce recrutement. Mais on ne s'intéresse pas au profil de ces bénévoles-là. Qui seront-ils? Est-ce qu'ils seront formés? Est-ce que ce sont des gens qui sont formés dans des écoles de formation de maîtres? Mais je sais que les régions du Nord sont tellement compliquées, les recrutements de ces gens sont tellement compliqués qu'il est difficile quand même d'avoir des enseignants de profil, des gens de profil enseignants pour jouer ce rôle de bénévoles. Je sais aussi que quand on va dire recruter des enseignants, il est pertinent de voir par exemple les directeurs qui vont recruter par exemple des enseignants ou des gens qui sont des affiliations, qui sont avec qui ils entretiennent des rapports collégiaux. Ce sont ces gens de personnes qui seront recrutées. Mais moi, je proposerais par exemple, s'il faut recruter des bonnes choses, ce qui n'est pas une bonne chose. Ici, s'il faut proposer, on n'est pas dans les cas. Oui. J'arrive. S'il faut proposer des gens, je pense que quand même à Gao, que ce soit à Gao, à Aguelhok ou bien même à Tombouctou, à Diré, il y a des écoles de formation quand même des maîtres. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été formés mais qui n'ont pas eu la chance d'être retenus dans la fonction publique. Peut-être qu'il peut recenser ces gens de personnes pour en faire. Mais je ne suis pas sûr
si nous sommes dans cette dynamique de recrutement des bénévoles. Ok, Seydou, si c'est rapidement une réaction. Je voudrais tout simplement rappeler, c'est pas en tant qu'enseignant, je suis enseignant de philosophie au niveau supérieur, je rappelle tout simplement que le système éducatif malien, après, si on essaie de l'évaluer de 91 ans maintenant, on se rend compte qu'il y a eu des moments où on a recruté les volontaires, des vacateurs. Et Dieu sait qu'après évaluation, on a constaté que la qualité de l'enseignement qui est donné a baissé parce que les formateurs eux-mêmes n'étaient pas bien formés pour pouvoir transmettre le savoir aux apprenants. Et maintenant, comme l'a dit le sociologue Dogoné, en fait, le fait de déléguer encore, et si vous voulez, ce pouvoir aux académies à la base, c'est bien beau, hein, c'est bien beau, mais c'est une fuite en avant. Cette fuite en avant colle, c'est pas tout simplement au Premier ministre qui est fidèle à sa logique de communication à outrance pour des raisons électoralistes. Et le député, l'honorable Mohamed, vient de dire que c'est un homme d'action. Moi, je dirais, à la limite, s'il n'est pas le partisan de l'action directe. L'action directe, c'est-à-dire qu'il veut tout simplement paraître dans l'opinion que quelqu'un qui résout les problèmes, c'est pas Hercule qui va faire changer tout de suite. Moi, je crois sincèrement que il faut les questions qui sont complexes. Il faut éviter de les évacuer. Ok, Sidi Mohamed, vous, à votre avis, comment concilier ces deux positions entre le président de la République et son Premier ministre? Bon, moi, je pense que le Premier ministre, le président de la République, il connaît tous les cadres maliens. Et si vous avez qu'il a porté son choix sur le Soumaïli Boubaï-Maïga, c'est l'homme qu'il connaît, il sait que c'est l'homme de la situation actuelle qui peut redresser en 6 mois des élections, qui peut redresser la situation. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de litige entre les deux. Ils s'entendent parfaitement et ils comprennent l'un agit sur les autres de la directive de l'autre. D'accord. Ok, donc l'une des grandes déclarations du Premier ministre porte également sur les élections et aujourd'hui même le président aussi a intervenu là-dessus. Donc nous allons écouter le Premier ministre lui-même, Soumaïla Boubaï-Maïga, à propos de ces élections. Nous sommes dans une situation où on n'a pas d'autre choix que de faire les élections. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de créer les conditions pour faire les élections. D'abord, la semaine n'a posé aucune condition pour les élections. Et contrairement à ce qui s'est dit dans certains milieux, nous sommes en parfaite harmonie sur ce plan-là. Et dans le centre, je suis persuadé qu'avec les capacités que nous sommes en train de déployer, nous aurons un moyen de stabiliser la situation. Nous avons fait des propositions pour qu'il y ait de nouvelles cartes d'électeurs, parce que vous savez bien que pour les élections de 2013, il y a eu une polémique qui ne s'est pas avérée fondée sur des milliers de cartes qui auraient disparu. Mais pour justement mettre fin à cette polémique-là, nous avons proposé de faire de nouvelles cartes d'électeurs. Nous avons un chronogramme très précis sur ce point-là, mais je n'ai pas d'inquiétude majeure. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, à votre avis, est-ce que le Mali pourra organiser et dans les meilleures conditions une élection présidentielle crédible et transparente avant le 29 juillet? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de douter. Il n'y a pas. Le ministre de l'administration, le Premier ministre, les régions du Nord, en tout cas la région que j'ai visitée, la région de Tombouctou, elle est toute prête. L'insécurité ne va pas empêcher, comme les gens le disent, n'empêchera pas les élections. Je pense que tout sera pris. Une élection, d'abord, on fait tout pour qu'elle soit crédible et tout. Mais une élection n'est jamais parfaite. Il y a toujours, mais en tout cas, on va éviter les moindres erreurs pour que les gens ne contestent pas les élections. C'est sûr que si les moyens sont mis avec la volonté des partis politiques et des candidats qui veulent être président de la République, si tout le monde signe, on pourra faire des élections transparentes à mon avis. Ok. Yacouba Dogoni, comment vous voyez quand même l'organisation de ces élections d'ici le 29 juillet? Ouais, je crois que, déjà, nous avons organisé des élections en 2013 et ça s'est très bien déroulé dans l'ensemble. Nous avons vu le résultat qui a abouti à l'élection du président Ibeka.
Je crois que je n'en doute pas aussi que les élections puissent se tenir en 2018 parce que nous savons que la situation a un peu évolué par rapport à 2012 où il y avait quand même de la paix qui régnait dans tout le cœur des Maliens. Aujourd'hui, mais par contre, dans certaines zones, je crois que tant qu'on ne passe pas à la stabilisation de ces zones-là, les élections vont se dérouler dans des conditions un peu douteuses. Et je crois aussi que la population aura aussi du mal à sortir massivement pour voter, tant que la crise sécuritaire n'est pas résolue. Et je crois que le désarmement, c'est un pas. Mais également, quand on regarde un peu le centre dans les bourgous, on sait que dans les États entourés du Niger, on sait que c'est très difficile quand même de tenir des élections dans ces zones tant que l'État ne se déploie pas, comme le député vient de le signaler. Il faut que l'État se déploie effectivement pour que ces élections puissent s'organiser. Mais je crois qu'à l'état actuel, aucune action concrète n'a été posée dans ce sens-là. Je crois que l'État peut aussi se mobiliser aussi afin que ces élections puissent être tenues en juillet 2018. Ok. Seydou Cissé, le président, il donne l'assurance, son premier ministre donne l'assurance. Comment vous voyez au niveau de l'opposition quand même l'organisation de ces élections? Très bien, et M. Sidibé, il faut rappeler quand même que la date ou les dates du scrutin présidentiel au Mali sont des dates constitutionnelles. Cela voudrait dire que IBK, à son investiture en 2013, il savait que la date limite, la date licarne pour pouvoir organiser le premier tour du scrutin, c'était le 29 juillet. Il le savait. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de nouveauté en ça. Et je dois rappeler aussi que, en fait, IBK et ses différents gouvernements successifs ne voulaient pas d'élection en 2018. Ils avaient eu la pirouette de la révision de la Constitution à la faveur de laquelle IBK allait continuer allègrement à être président de la République jusqu'à ce que son successeur soit élu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais si vous lisez l'article 36, le nouveau article 36 de la loi référendaire dont il détenait, dans cet article-là, il était dit qu'en cas de force majeure, le président peut continuer à exercer ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. Cela voudrait dire qu'il n'était pas dans la logique d'organiser des élections, mais c'est la lutte du peuple du Mali qui a fait que IBK a été contraint de se ressaisir et d'annuler, si vous voulez, ce processus référendaire qu'il avait entamé. Maintenant, contraint et obligé à aller à des élections, tout comme leur destin infaillible, le Premier ministre Boubaye Maïga et Monsieur le Président de la République, IBK, ils sont en train de faire des déclarations. Mais nous, à l'opposition, en recevant le Premier ministre, le 11 janvier, précisément dans l'après-midi, on lui a signifié qu'il n'y a pas de plan B pour l'opposition. Nous pensons que ce n'est pas à 0h, c'est pas à minuit, le 3 septembre à minuit, s'il n'y a pas d'élection, IBK n'est plus le président de la République. Cela voudrait dire que nous n'avons pas de plan B, il n'y a que le plan A qui vaille pour nous, la tenue des élections, des bonnes et régulières élections, pour tout simplement permettre à tous les candidats de se frotter au suffrage des Maliens en vue d'être élus. Mais un mot par rapport au retour des cartes électeurs. Très bien. Les cartes d'électeurs, et lors de la même rencontre, l'opposition a fait des propositions. C'est nous qui avons demandé qu'il y ait une commission paritaire afin qu'on traite toutes les étapes préalables à la tenue du scrutin du 29 juillet. Nous avons dit ça. Et nous avons également pensé qu'en son temps, qu'il était utile qu'on revienne à des cartes d'électeurs. Parce que la carte Nina et les 900 000 cartes qui circulent, on ne sait pas là où elles se trouvent, le Premier ministre est en train de banaliser et expédier la question comme si c'est de la polémique. Ce n'est pas de la polémique. Nous avons mis le doigt sur ça. Merci nous avons beaucoup. demandé où se trouvent ces 900 000 cartes. Merci beaucoup, M. Seydou Cissé. Vous êtes secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du Parena, parti de l'opposition. Merci Sidi Mohamed, député élu à Tombouctou de la majorité présidentielle. Yagouba Dogoni, sociologue, on vous dit merci. Donc nous sommes au terme de cette
cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Alors réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Moumine Sendebou et la mise en onde est assurée par Salim Diouara et la régie vidéo par Peting Diara. Aliou Sidibé à la présentation et Mohamed Touré pour la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.